au hasard, mais c'est pas de la préférence. Je commence par l'intervention de Cathy. C'est simplement pour préciser quelque chose qui ne va pas du tout contre ce qu'elle a dit, loin de là, mais parfois il y a des confusions, et je ne m'adresse pas uniquement aux collègues, aux étudiants qui ont passé les concours, c'est sur le terme de mixité. Parfois c'est mélangé, quand on fait des clients, donc je reviendrai dessus ce soir, on parle d'excité. Et selon la période historique, le terme mixité ne renvoie pas à la même chose. Là, c'est la mixité garçon-fille, mais également il y a des mixités sociales, des mixités culturelles, pour ne pas dire ethniques, parce que c'est un petit peu compliqué, de race, j'ose pas le dire, puisque les races n'existent pas, contrairement à ce qu'on dit. Mais bon, vous voyez que les mixités se croisent. Et par rapport à cela, on a vu que les filles ont des difficultés dans l'orientation, dans le rapport à l'emploi. Et par rapport à ça, Cathy a fait un petit dessin où les profs ne nous culpabilisons pas, et je veux insister dessus. Quel que soit le système de formation qu'on fera, depuis 1973, certains ont théorisé et ont légiféré pour qu'il y ait en France entre 5 et 10% de chômeurs. Il y a des textes là-dessus, donc quoi qu'on fasse, et il faut prendre la paire de lunettes qui a été indiquée, mais ce sont des questions qui renvoient à d'autres choses que simplement du pédagogique. C'est pas du tout pour minorer tout ce qui a été dit, loin de là. Mais je dis ça, c'est pour qu'on le prenne en compte. Et ce sera pour les mêmes raisons, par rapport à l'intervention de Coralie sur l'estime de soi. Il y a un très bon écrivain, Gilles Lipovetsky, L'air du vide, le bonheur paradoxal, etc. C'est-à-dire que tout ce que tu as dit, enfin moi j'adhère totalement, mais il démontre en tant que sociologue les mécanismes qui font que justement la société est construite pour que les gens perdent l'estime d'eux. Que oui, les chômeurs par rapport à ce qu'on dit d'eux actuellement, par rapport à ce que tu as dit. Donc c'était pour donner une vision plus large, plus politique au bon sens du terme, à toutes les questions que vous avez soulevées à juste titre et que j'essaye de mettre en œuvre en tant que prof de PS au quotidien. Donc ça ne s'oppose pas du tout. C'est pour aller élargir un peu la focale, mais pour mieux revenir aux questions que vous avez posées. Mais ce ne sont pas que des questions pédagogiques, c'est ça que je voulais dire. Heureusement. Oh, ce serait plus simple. Pour les prochains intervenants, je vous demanderai de faire plus court. Et surtout de poser une question, parce que du coup, j'ai pas compris la question. Tu peux réagir. Juste une réaction par rapport à la culpabilisation. C'est vrai qu'on ne cherche pas du tout à focaliser là-dessus. Les pratiques peuvent évoluer sans qu'on se culpabilise. Et on sait que c'est complexe, que ça demande du temps, des échanges, de la formation, voilà. On n'est pas du tout, voilà, comprenez-le bien, on n'est pas du tout sur la culpabilisation aujourd'hui par rapport à ces thématiques-là. Ce sont des thématiques importantes, on s'en préoccupe au quotidien. C'est vraiment l'objectif. On n'a pas de recette miracle, on n'a pas de pratique miracle non plus. Et voilà, c'est un effort quotidien sur lequel on souhaite vous sensibiliser. C'est pas du tout dans un objectif de culpabilisation par rapport à ce qu'on voit dans les pratiques actuellement et au quotidien. Moi, je m'interroge effectivement, ne culpabilisons pas, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il en est un petit peu dans les autres matières. C'est vrai qu'on les a, on veut bien faire attention. C'est vrai que moi, ça m'avait perturbé les premiers. J'ai fait les premiers stages sur la mixité qui ont totalement mis en cause ma pratique, certes. Après, j'ai envie de dire, on s'interroge les différences moyennes, garçons-filles, mais j'ai envie de dire que ce travail-là, est-ce que ça ne viendrait pas, ils n'auraient pas faire interdisciplinaire, parce que j'ai envie de dire où est-ce qu'on en est au niveau des autres disciplines. J'ai envie de dire que là, la question que je me pose. Mais juste prolonger, j'entends le mot sensibilisation, des choses comme ça, indépendamment de la culpabilisation ou pas. Moi, à titre personnel, j'entends des choses dans une configuration comme celle-là qui résonne, et puis j'entends d'autres choses qui ne résonnent pas. Et si je n'ai pas le maillon intermédiaire, tu as utilisé les mots classiques inconscient, cliché, croyant, ça ne peut pas se faire dans des organisations comme celle-ci. Il faut aller au plus proche, du terrain. Le métier est aussi technique. Le menuisier pose sa règle, il se passe, parce qu'on n'est pas dans la philosophie. Donc nous, une partie de métier qui est technique, et puis il y a toute la partie ensuite qui relève de
mathématique qui doit arriver pour en faire l'analyse ensemble et ensuite m'aider, moi, à progresser. Et ce maillon-là, je te l'avais dit, il n'existe presque plus, malgré une grosse envie, mais ce maillon-là n'existe presque plus. Donc ma question, qui s'adresse aussi à l'institution, c'est la question de comment je fais demain dans mon bahut, une fois qu'effectivement, je disais avant les gourdasses, vous mettez sur le côté, les garçons jouaient, bon, j'ai changé un peu les pratiques, mais au-delà, dans le niveau d'exigence, que Lucien Cathy qui fait référence à l'histoire du monde et des choses comme ça, comment moi je fais, une fois que je m'en suis aperçu dans la partie qui est consciente, comment j'ai réussi à faire dans la partie qui est semi-consciente de temps en temps, et les parties où je crois que je ne discrimine pas, alors que je discrimine et je serais capable de démontrer que je ne discrimine pas, et toi tu me dirais, mais si Didier, tu discrimines, voilà. Je vais répondre sur les deux premières questions, puis certainement ça va nous faire gamberger. Sur la question de pourquoi les autres disciplines ne s'y mettraient pas, alors, dans les bahuts, oui, moi j'ai vraiment la sensation qu'on ne s'y met pas, mais on ne s'y met pas forcément non plus en EPS. Oui. Est-ce qu'il y a cette réflexion que nous on apporte effectivement, est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on est propre à la nécessité, parce que quand même en France, on rentrer dans un système scolaire. Alors il existe quand même, si tu veux, des pôles de réflexion au rectorat sur l'égalité. Par contre, moi ce que je trouve, c'est que c'est surtout les psychologues font l'orientation. C'est par ce biais de l'orientation que la réflexion est le plus souvent menée. Et je trouve que ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il faut s'attaquer d'abord à la racine des choses. Dans les établissements, tout est à faire pour moi, franchement. Dans les établissements scolaires, tout est à faire. Il me semble qu'il y a un levier, c'est le CESC. Travailler sur ces questions avec des collègues. Il ne faut pas être tout seul. Tout seul, c'est très compliqué. Nous, à Gentilly, on est une poignée de collègues à être un petit peu convaincus de ces questions. On est allé voir l'infirmière. On est déjà deux profs d'EPS convaincus. L'équipe EPS commence un petit peu à entendre des choses. Et puis l'infirmière commence à être convaincue. Le chef d'établissement est convaincu. Donc on met en place des actions. Moi, j'ai fait par exemple... alors bon, c'est très militant, hein, je reconnais, mais bon voilà, il faut commencer. J'ai fait une soirée il y a 2 ans en direction des parents d'élèves. Voilà, pour leur expliquer un petit peu de ce qui se passait avec leurs enfants, garçons, filles. J'ai aussi pris l'orientation comme exemple pour que ça les concerne, mais pas que. Je suis allée un petit peu plus loin sur les comportements, les insultes, etc. Il existe plein d'associations qui peuvent nous aider dans les établissements scolaires. Voilà. Moi, je pense que les autres disciplines devraient s'intéresser à ces questions. Les garçons, quand je dis 10 points d'écart sur la réussite au bac, c'est énorme. Et on a plein de garçons qui quittent le système scolaire très tôt et qui sont dans des filières qui ne sont pas des filières d'excellence. Et là, il y aurait vraiment un vrai travail à faire. La situation que nous, on vit en EPS, elle est inversée dans les autres disciplines. Hein, sur le français, les garçons sont en grande difficulté. Moi, je m'occupe d'élèves en tutorat. J'ai que des garçons. Alors bon, je ne veux pas dire que c'est tous les garçons, parce qu'il y en a qui s'en sortent très bien. Mais ces garçons-là que j'ai en tutorat ne savent absolument pas s'organiser. C'est catastrophique. On ne leur a pas appris, alors que je vois que beaucoup de filles savent le faire. Parce que dans leur enfance, elles ont appris à le faire. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait que tous les enseignants s'emparent de cette question. Ça va prendre du temps. Voilà. Peut-être avec les nouvelles générations, on peut espérer. Donc il y a des gens du staff, qui vont peut-être me dire, mais les SPE, peut-être qu'avec les nouvelles générations, il va y avoir des prises de conscience et que ça va avancer, peut-être. Hein. Alors sur la question de Didier, avec Didier on se connaît bien. Hein. Oui, tu as raison, c'est-à-dire c'est une pratique. Hein. Donc moi j'avais travaillé sur les questions de à quoi un enseignant d'EPS est attentif quand il fait cours en EPS. J'ai fait quand même une thèse de doctorat là-dessus, j'ai travaillé que là-dessus. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, un enseignant d'EPS, il est assez peu organisé autour de ces questions d'égalité. Parce que c'est les assiettes chinoises, hein, parce qu'il est préoccupé. Déjà, la première chose qui va le préoccuper quand il rentre dans son cours, c'est de ne pas perdre de temps, parce que bon, voilà, il faut faire tourner le cours. Ensuite, la préoccupation essentielle, c'est la sécurité. Voilà. Après, c'est l'ordre. Hein.
Hein, donc ça, c'est pas que moi qui le dis, hein, il y a plein d'auteurs, vous trouverez ça. Hein. Dans la littérature didactique, vous allez trouver ça. Mais on est très préoccupé par les questions d'ordre, pour les garçons notamment. Dès qu'on entend du bruit dans le cours, on pense et on va s'orienter par là, et tout de suite, c'est un garçon qui met le désordre. Il met le désordre, il met le bazar, il sort de la tâche. Et puis par contre, on va être préoccupé par les filles d'une autre façon, parce qu'elles ne travaillent pas, parce qu'elles sont assises, parce qu'elles ne font rien. Vous voyez? Donc effectivement, pour changer tout ça, il faut des pratiques, il faut de l'observation, il faut de la vidéo, il faut de la lecture de l'activité. Mais j'ai envie de dire, si vous sortez de cette journée déjà en ayant pris conscience, voilà, c'est déjà essentiel. Voilà, moi ça m'arrive tous les jours de faire cours et de me rendre compte que ce que j'ai mis en place n'était pas juste pour les filles et pour les garçons. Parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Et bien la fois suivante, je rectifie. Didier, j'arrive pas toujours à rectifier dans le moment de l'action. Parfois, c'est la semaine suivante. Et donc, c'est à la fois prendre conscience du problème, apprendre à lire les activités des élèves. Alors, ce qui nous aide, c'est prendre de la vidéo. Alors, on ne peut pas filmer tous nos cours, mais filmez vos élèves et puis dites-vous que font les filles, les bonnes, les moins bonnes. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'on ait des images d'élèves qui soient peut-être pas les meilleures et qu'on montre à nos collègues. Les garçons, que font-ils? Les bons, les moins bons. Vous faites ça 2-3 fois dans l'année avec l'équipe PS, hein, quand vous arrivez à vous réunir. Et bien vous allez voir que déjà les points de vue sont différents. Vous allez croiser des points de vue et vous allez voir plein de choses. Hein, donc l'histoire de la prise de conscience, c'est important. Ensuite, tu as raison. La deuxième chose qui nous fera avancer, c'est l'analyse réflexive. Et ça, on a perdu beaucoup, parce qu'on a perdu des moyens en formation, où on travaillait cette analyse réflexive, notamment pour les collègues qui étaient PLC2, ça on dit plus comme ça, hein, les profs stagiaires, où on faisait beaucoup d'analyses de pratique et où on montrait des vidéos. Voilà, donc ça c'est essentiel. Et puis dernière chose, pour avancer, c'est le collègue qui passe dans ton cours. Moi je travaille beaucoup avec Olivier Quintane, lui il fait de l'escalade, moi je fais du volley, mais de temps en temps, bon, quand l'escalade tourne bien, on vient voir le volley, puis quand le volley tourne bien, voilà. Et vous allez me dire, il ne faut pas lâcher l'escalade, mais ça c'est... Voilà, il y a des façons de faire. Mais voilà, et à un moment donné, le collègue il passe et il dit, t'as vu ça? Voilà, et à partir du moment où on travaille dans la confiance, on n'est pas en train de se dire, il est en train de me dire que je ne fais pas bien mon cours. Non, il pointe un truc que je n'ai pas vu. Il me donne une autre paire de lunettes. Et en plus, on n'a pas la même sensibilité. Lui, c'est un homme, moi, je suis une femme. Donc, on n'a pas le même âge. Donc, fatalement, on ne va pas dire les mêmes choses, on ne va pas avoir les mêmes choses. Je suis entièrement d'accord avec Cathy, on ne peut pas travailler seul. Le CESC est un dispositif qu'il faut s'emparer dans les établissements. Nous, dans notre CESC, je le prends pour exemple parce que j'ai que cet exemple-là sous la main parce que je travaille là-bas, mais au collège Arthur Rimbaud, on est plusieurs professeurs de plein de disciplines à travailler ensemble et on a décidé cette année de se jeter dans une expérimentation sur une classe de 5e où les collègues sont sensibilisés maintenant, je pense, parce que peut-être que je commence à les saouler avec mes discours, mais certains collègues tout au moins sur les formes de travail et les formes de groupement. Rien qu'une forme de travail, une forme de groupement différent que le système classe qu'un professeur géo par exemple va avoir ses 3 rangs alignés devant lui, rien que changer la configuration de sa classe, déjà c'est plus pareil. Par exemple, cet enseignant d'histoire géo là, mais une table de 2 comme ça et une table de 1. Les élèves sont 3 sur un petit comme ça, sur une petite équerre. Et il a fait que des îlots, enfin elle d'ailleurs, elle a fait que des îlots de 3 élèves. Comme ça. Ça change totalement la configuration de son cours. Donc déjà, cette forme de groupement, ça va changer plein de choses. Et on est parti sur des barrettes à majorité de 2 heures. Alors nous, en EPS, on est bien content, on a des 2 heures. Quoique, j'ai eu très peur de réflexion de certains collègues formateurs qui sont dans le groupe des formateurs qui ont dit qu'ils allaient peut-être revenir à des créneaux d'1 heure. Je pense que, voilà, un des moyens simples déjà, c'est de rester sur des créneaux de 2 heures et d'allonger les temps de cycle. Plus on a du temps, plus on a le temps de travailler, plus on a le temps de voir, de réguler. On n'a pas le temps sur 6 leçons de 2 heures, c'est pas possible. On n'a pas le temps. Donc 12, 13, 14 leçons de 2 heures. Moi je défends la thèse qu'un enfant ne s'ennuie pas
pas s'il apprend. Un enfant qui apprend ne s'ennuie pas. Donc il faut apprendre sur le plan social, il faut apprendre sur le plan mental, il faut apprendre sur le plan physique. Ça ne peut pas s'apprendre en 6 leçons de 2 heures. C'est pas possible. Voilà. Un des éléments simples à changer, je pense que c'est déjà ça. Juste de dire que les autres disciplines ne se préoccupent pas de cette thématique. C'est une grande thématique transversale et comme toutes les grandes thématiques transversales qui traversent le système éducatif, toutes les disciplines quand même commencent à se poser des questions. Donc je pense que dans un premier temps, c'est bien que chacune des disciplines s'empare de ces problématiques, les fasse vivre au travers du dispositif de formation continue, mais essentiellement et d'abord dans l'établissement, de manière la plus interdisciplinaire possible au sein des conseils pédagogiques, qui est vraiment aujourd'hui la structure d'impulsion et de réflexion au sein d'un établissement. Mais je crois que le message d'aujourd'hui, c'est vraiment que les équipes de PS mettent ça sur la table en conseil d'enseignement et à partir des résultats se posent un certain nombre de questions. Après, se posera effectivement la problématique de dépasser la discipline et notamment au niveau de l'établissement, bien sûr, d'être un peu plus transversal. Et je crois, enfin, pour échanger de temps en temps avec mes collègues d'autres disciplines, je crois que ce sont des problématiques qui commencent à se poser quand même dans beaucoup de disciplines et dans beaucoup d'établissements. Marie-Hélène Bernard, enseignante du lycée Truffaut à Beauvais. Je voulais vous poser une question concernant la course de demi-fond. Plusieurs choses me font réagir. À la fois le fait que c'est une activité qui est majoritairement programmée dans les lycées du fait des exigences du programme. Le fait que ce soit une activité dans laquelle les élèves ne réussissent pas au bac, les chiffres tout à l'heure étaient parlants. Ce que je constate dans la pratique au lycée, c'est qu'il y a une grande égalité physiologique entre les élèves. Il y a une peur de l'effort très présente chez les filles, la peur du malaise, la peur de l'essoufflement, la peur de la crise d'asthme, etc. Et on se trouve avec des élèves qui finalement progressent et qui sont terriblement sanctionnés par les barèmes. Donc l'an dernier, j'avais une classe de première en cours de demi-fond pour laquelle j'ai adapté très largement les barèmes pour qu'elles puissent, pour que leur progrès soit valorisé dans l'évaluation. Mais se pose le problème en terminale du barème national. Et je voulais savoir si les écarts de moyenne entre la course de demi-fond et les autres disciplines étaient constatés au niveau national. Et s'il y avait des adaptations possibles. Monsieur Dugal parlait tout à l'heure de la possibilité de travailler sur les référentiels. Dans quelle mesure il était possible d'agir sur les référentiels nationaux dans ces activités? On fait remonter au niveau national un certain nombre de remarques académiques sur les référentiels. Il y a une commission nationale, notamment pour le bac, qui se réunit bientôt, je crois. Qui s'est réunie. Donc oui, et la même chose, on pourrait dire la même chose pour le DNB. On est preneur de vos remarques sur l'utilisation que vous faites des référentiels. Est-ce qu'il y a des référentiels qui vous paraissent difficiles? Est-ce qu'au contraire, il y en a certaines qui donnent des résultats qui vous paraissent un petit peu surévalués? Soyez vigilants. Aucun des référentiels n'a été construit pour avoir une moyenne extraordinaire. Aucun des référentiels n'a été construit pour avoir un écart entre les garçons et les filles. Donc parfois, c'est plus de l'ordre de l'utilisation du référentiel que du référentiel lui-même. En tout cas, si vous avez des remarques à formuler, notamment sur les barèmes en CPE, n'hésitez pas à les faire remonter. Nous, on les fait remonter au niveau national. Bon, il se trouve que pour l'instant, les remontées au niveau national ont été assez contradictoires et qu'il n'y a pas eu vraiment d'évolution des référentiels et des barèmes notamment. Mais si vous le constatez par rapport à vos classes, on sait que les populations d'élèves évoluent aussi, donc il faut absolument que les référentiels puissent bouger également. Donc nous, on est vraiment preneurs de toutes vos remarques, que ce soit pour le DNB ou toutes les autres certifications. On est preneurs de vos remarques
Voilà. Alors après, la deuxième partie de la question sur l'adaptation des référentiels, je vais vous répondre que la marge de manœuvre est plus importante en seconde et en première qu'en terminale, puisque bon, voilà, en terminale, c'est quand même un examen national, et que le bac doit proposer à l'EPS à peu près le même niveau d'exigence, quel que soit l'endroit où l'élève le passe. Là aussi, il y a une problématique d'équité. On est bien conscient que, malgré ces référentiels nationaux, aucun des cycles de demi-fond ne se déroule dans les mêmes conditions de pratique et avec les mêmes formes de pratique d'un lycée à l'autre, et que donc il y a une partie contextualisation qui est nécessaire. Voilà, on vous fait confiance quand même pour que le niveau d'exigence nationale soit maintenu. Pas question de brader non plus l'épreuve, mais que le référentiel puisse s'adapter à des conditions de pratique locales, c'est bien entendu une question de bon sens. Non, je suis très embêtée parce que moi je suis très embêtée que le DNB, on doit poser une note. J'ai bien compris, j'ai bien entendu le discours que c'était pas antinomique entre évaluer par compétence, parce que pour l'instant je suis dans un établissement qui ne met pas de notes en 6e et bientôt en 5e, déjà en 5e pour les classes, certaines classes. Donc arrive en 3e et l'histoire de la note, alors pourquoi pas, c'est vrai qu'avec un montage on peut transformer le niveau de compétence en note. Par contre, je suis toujours bloquée avec des termes que tu as utilisés d'ailleurs, c'est le terme de discriminer, de hiérarchiser les élèves, et j'y arrive pas, parce que justement, si je pense à l'estime d'eux-mêmes, j'arrive pas avec ces termes-là. Alors peut-être que j'ai pas compris ces termes-là, mais justement, j'ai des images d'élèves qui sont compétents sans être performants, dans ma classe de 3e en basket, et j'ai des images d'élèves qui sont compétents et performants. Donc je me dis, il devrait être au-dessus au niveau de la note. Il y en a un qui devrait être à 19 ou 20, après tout s'il est très performant et très compétent, et celui qui est compétent et moins performant, bon, j'ai de 10 à 20 pour le noter finalement. L'important c'est qu'il est... Donc je le mets où? Je le mets à 12, je le mets à 13, je le mets à 14, je le mets à 15, et voilà, moi c'est un vrai problème professionnel chez moi. J'y arrive pas, parce que dès que je dois poser une note, et ben automatiquement, du coup je compare, en disant, attends, lui ça lui fait 14, puis lui il a 17, oh mais quand même, et du coup je n'harmonise plus par rapport à un niveau de compétence, j'harmonise entre des élèves entre eux, et je pense que c'est pas la règle du jeu. La règle du jeu, cet élève-là serait dans une autre classe, la comparaison ne serait pas la même. Donc je me trouve injuste quand j'évalue au brevet des cas. Tu as bien répondu à la question. Je suis injuste. Non, effectivement, pour l'instant, le DNB fonctionne avec un système de notation, toutes disciplines confondues. Donc, bon, le PS, bien sûr, ne peut pas se marginaliser et fonctionner différemment. Donc, on est tenu par un certain nombre de textes qui font que, voilà, au DNB, c'est une note sur 20, parmi d'autres, avec des coefficients et une répartition de points. Donc effectivement, il faut absolument, on est condamné à faire cohabiter le système, la procédure de validation et la procédure de notation. C'est vrai que les termes discriminés ou hiérarchisés ne sont pas bien choisis. Voilà, on différencie des niveaux de compétences, on différencie des niveaux d'acquisition de la même compétence attendue. Voilà, on pourrait dire entre 10 et 20, il y a des échelles, il y a des barreaux. Il y a des curseurs qui permettent de différencier effectivement le niveau d'acquisition de la compétence. Bon, ça correspond quand même à la réalité de ce qu'on voit sur le terrain. On est dans un niveau même de compétence attendu. On est quand même assez facilement et rapidement d'accord pour différencier des notes entre 10 et 20. Sachez que pour nous, l'importance aujourd'hui, c'est la validation. Ah, donc, procédure binaire, compétences acquises. On valide des niveaux 1, on valide des niveaux 2. En plus, et en deuxième couche, et en second temps, effectivement, pour le DNB, on est obligé de poser une note sur 20. C'est, encore une fois, quand on évalue un niveau de compétence, il n'y a pas de contradiction avec la notion de validation de compétences. Attention, par contre, aux procédures qui amènent à faire des moyennes de notes. Là, on n'est plus du tout dans la validation des compétences et on est dans une procédure là qui devient antinomique. Mais pour l'instant,
Donc 6, 5, 4, aucune obligation de notation, mais là encore, ça devrait être des choix d'établissement, des choix d'équipe et des choix d'établissement. En tout cas, pour le DNB, pour l'instant, on met des notes. D'abord, on valide, et ensuite, on note. Alors, sans hiérarchiser, on différencie des niveaux d'acquisition, des niveaux de maîtrise, si on veut, de la même compétence attendue. Donc, voilà, on est condamné à faire cohabiter les deux procédures, et on compte sur vous pour que cette cohabitation, bien sûr, se fasse bien. Je voulais réagir par rapport aussi à cette question de notation et de validation de compétences. Parce que autant sur un plan conceptuel, on peut avoir une approche où on va essayer de faire acquérir des niveaux de compétences aux élèves, mais contrairement à la note, à aucun moment, cette validation de compétences ne va se matérialiser sur le bulletin pour un niveau 1, niveau 2, ou même sur un dispositif informatique. À ce niveau-là, je trouve que le commun est même en avance parce que j'ai déjà validé par exemple des savoirs nagés, mais j'ai jamais validé niveau 1 basket, niveau 2. Donc il y a aussi ce problème-là. On doit mettre la note, elle apparaît sur le bulletin, c'est elle qui rend compte pour les parents en trimestre avec l'appréciation de ce qu'a fait l'élève. Et le niveau de compétence, même si on en a parlé en cours, il est peut-être dans la tête de l'élève, mais il n'est pas complètement matérialisé. Comment est-ce qu'on peut vraiment affirmer cette approche, cette validation des compétences qui vont à niveau 2 dans les activités, si derrière on ne peut pas les opérationnaliser, les matérialiser de façon très concrète, c'est parlant pour les parents et les élèves? Au-delà du livret de compétences du socle, il faut que nos appréciations et ce qu'on transmet aux parents de ce qui est acquis et réellement appris à l'EPS, il faut que les choses évoluent, effectivement. Alors, comment faire avec les bulletins quand on fonctionne sans notes? C'est un petit peu la question. Il faut trouver des modalités pour les élèves et pour les parents qui renseignent sur ce qui est réellement acquis et validé, les niveaux 1 en l'occurrence, comme un certain nombre de niveaux 2, et le DNB là-dedans, bien sûr. Bon, je pense que les établissements qui fonctionnent sans notes en 6e, voire sans notes en 6e, 5e, ont déjà des réponses un petit peu là-dessus, je pense. Oui, si je peux me permettre, je vais te répondre parce que nous, ça fait 3 ans qu'on évalue sans notes en 6e. Donc, je te cache pas que c'est, je dirais pas une usine à gaz parce que l'expérience, elle est vraiment exaltante, mais on en est à notre 3e bulletin de 6e parce qu'il faut le créer, ce bulletin. Il faut l'inventer, c'est ce qui est génial parce que moi, je suis fonctionnaire pour être justement plus dans la création que dans l'application, sinon je serais malheureuse si j'étais que dans l'application. Donc on en a notre 3e bulletin. Je pense que j'ai mes 2 collègues de PS qui sont là de mon établissement. Je pense qu'ils commencent à avoir de l'allure, notre bulletin de 6e, puisque ce bulletin de 6e sans note, en fin de compte, on a sorti 5 ou 6 domaines, je ne sais plus, 5 ou 6. Et les domaines, en fin de compte, on va dire que c'est des énormes compétences à toutes les disciplines. C'est-à-dire que à droite, tu as le prénom des élèves, le nom des élèves, et à gauche, tu as 6 grosses compétences. Tu as par exemple le raisonner, le manipuler, le réaliser, etc. Et que ce soit en sciences, en histoire géo, en EPS, on a ces grosses compétences-là. Et après, à l'intérieur de ces grosses compétences-là, chaque discipline a son item. Et on dit ce qu'on entend par manipuler, ce qu'on entend par réaliser, ce qu'on entend par rechercher, etc. Donc nous, en EPS, par exemple, rechercher, ça peut être rechercher l'information utile, etc. En sport co pour prendre les décisions pertinentes, alors qu'en SVT, ça sera carrément autre chose, mais on est dans le domaine du recherché. Donc on ne fonctionne que par compétence. Et après, on met en cours d'acquisition, acquis, non acquis, etc., dans notre échelle de valeur. Mais pour en arriver là, pour que toutes les disciplines soient d'accord sur 6 grosses compétences, en dehors du livret de l'élève, c'est 6 ans de travail. Mais si après ça peut profiter aux autres disciplines et que vous pouvez ne pas passer par ces étapes-là, tant mieux, mais c'est ce qui fait aussi mûrir, ce qui fait comprendre ce que c'est une compétence en histoire, en français, en EPS, et qu'on n'entendait pas forcément tous la même chose. Mais voilà, et là pour le coup, ce soir il y a remise des bulletins aux parents, c'est très très clair. Tu vois tout de suite le profil du gamin, celui qui ne raisonne pas dans beaucoup de disciplines, qui a vraiment des problèmes de raisonnement, ou qui a vraiment des problèmes dans le réaliser. Là, il y a vraiment des vrais profils d'élèves qui se dégagent par rapport à des compétences.
Et ce n'est pas forcément un problème en français. S'il a un problème de raisonnement, on va le retrouver certainement dans toutes les disciplines. Ce qui fait que nous, derrière, on a un dispositif de remédiation. S'il a des problèmes en raisonnement, comment chacun, à sa hauteur, dans sa discipline, pour reprendre l'histoire du petit colibri, comment chacun, à sa hauteur, on va permettre à l'élève de mieux raisonner, ce qu'on sait que c'est un point faible chez lui. Voilà. Mais le plus dur, ça a été, je comprends ton problème, le plus dur, c'est la lisibilité pour l'élève et les parents. Pour les profs, on y arrive à peu près, mais la lisibilité pour les parents et le premier bulletin, pour te donner une idée, il y a 3 ans, le premier bulletin de 6e sans note faisait 6 pages pour un élève. Et là, on est arrivé à 2. Un avec les compétences et un avec les appréciations. Voilà, c'est bon, là on est nickel.